Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Chaque matin en France, une tristesse, une colère ou un écœurement survient au hasard des nouvelles du jour. C'est une chaîne de télévision qui ferme sous le coup de l'arbitraire. C'est la France humiliée par l'Algérie qui ne réagit pas. Hier, c'était le parquet de Nanterre. Il a requis contre le policier Florian M., auteur du tir qui a tué Nahel Merzouk, qu'il soit jugé pour meurtre. La qualification de meurtre implique que le policier ait voulu tuer le jeune Nahel Merzouk, que c'était son intention. Et tant pis si l'expert en accidentologie avait conclu que le tir aurait été dévié quand Nahel Merzouk a redémarré la voiture alors que le policier lui demandait d'obtempérer. Il avait refusé l'ordre des policiers, comme il avait entamé une course folle, comme il avait roulé en sens inverse, comme il avait manqué renverser un piéton, comme il avait brûlé un feu rouge. C'est ce conducteur que les motards coursaient dans les rues de Nanterre au risque de leur propre vie. Un conducteur de 17 ans qui roulait sans permis, un conducteur déjà connu des services de police pour une dizaine de délits routiers, usage de stupéfiants ou recel. Je regrette que le parquet ne communique pas les raisons de sa décision. Son silence autorise les interprétations et notamment que le parquet ait pris une décision plus politique que juridique. Souvenez-vous des émeutes qui avaient enflammé les quartiers après la mort de Nahel Merzouk. Souvenez-vous des mots du président de la République, c'est inexplicable et inexcusable. Souvenez-vous du tweet de Kylian Mbappé, petit ange parti trop tôt. Permettez-moi ce matin d'avoir une pensée pour les policiers, maltraités, mal payés, mal considérés. Qui voudra arrêter un délinquant au risque de terminer en prison? Qui voudra encore faire ce métier quand il envisage les conséquences? J'hésite une nouvelle fois ce matin entre colère, tristesse et écœurement. Le président de la République va donc s'exprimer à 20h ce soir. Sur X, monsieur Hervouet, que dit le président ukrainien? C'est quand même très intéressant. Il s'est dit prêt à signer l'accord sur les minerais ukrainiens et la sécurité. Il a dit « Nous considérons cet accord comme un pas en avant vers une plus grande sécurité et des garanties de sécurité solides. » Il a dit également qu'il voulait signer à tout moment et sous quelque format que ce soit. Je rappelle, c'est monsieur Zelensky qui parle. Il a dit « Nous nous souvenons du moment où le président Trump a fourni à l'Ukraine des missiles Javelin. Nous lui en sommes reconnaissants. » Et il a dit enfin « Donald Trump a mis de l'eau dans son vin. Hier mardi, il a déclaré regretter d'esclandre avec le président ukrainien et manifester sa bonne volonté pour trouver un accord. » Mais que va dire Emmanuel Macron? C'est formidable parce que je me demande, si je faisais de la provocation, je dirais que Zelensky lâche les Européens. Je ne ferai pas cette provocation. Mais voyez-vous, vous avez un président de la République ce soir qui va vouloir être plus royaliste que le roi. Le président, il veut peut-être continuer la guerre, mais Zelensky souhaite l'arrêter. Non, c'est-à-dire qu'effectivement... J'ai votre résumé, mais bon... Votre joie est mauvaise. Non, vous avez raison, je taquine, je fais volontairement un peu de provocation. Je veux dire, il y a quelque chose mais j'entends ce qu'a dit Zelensky. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez noble et d'assez digne dans le discours de Zelensky dans la rue de Boukova. Vous savez, bon, ça a été mis en scène comme d'habitude, mais oui. Il est dans la rue où il était apparu, où on l'avait découvert il y a 3 ans, pile, le soir de l'invasion russe, et où il s'était adressé ainsi au monde entier. Et il y est retourné pour faire, alors évidemment, un mandat honorable. Vous pouvez dire qu'il a mangé son chapeau, qu'il a changé de ton, changé de politique, et finalement, il éclaire ce qui s'est passé vendredi soir d'un jour nouveau, puisque il est d'accord, il pense qu'on peut négocier avec Poutine, alors que face à J.D. Vance, il disait qu'il n'y avait pas de diplomatie possible, envisageable. Il est prêt à signer, il propose une trêve, il est prêt à signer l'accord sur les minerais, etc., etc. C'est vrai qu'il y a... Et puis surtout, ce qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est que après la grande séance de calinothérapie auquel les Européens se sont livrés dimanche soir pour l'entourer, l'embrasser, le serrer dans ses bras et dire qu'ils étaient avec lui et depuis qu'ils allaient faire une armée européenne, ce qui est grosso modo une grande défense, eh bien lui, il a compris que il y avait rien à attendre, que c'était une illusion d'optique, que les autres l'avaient reçu parce qu'ils avaient peur eux-mêmes qu'on leur fasse la même chose, que Trump leur inflige le même genre de traitement humiliant. Et donc, eh bien, de retour à Kiev, il a une attitude de chef d'État. Il a une attitude de dirigeant politique. Il a assumé le rapport de force et il a fait amende honorable en essayant de renouer avec l'Amérique. Et d'ailleurs, Trump l'a très bien pris, vous avez remarqué. Mais bien sûr. Mais en fait, ça se passe très bien sans l'Europe. Ah non, pardonnez-moi de le dire comme ça, ça se
Écoutez, ça se passe mieux même. Ça se passe mieux. Mais attendez, faut dire les choses. Non, mais ce qui est certain, le rapport de force, pardonnez-moi, à la guerre comme à la guerre, on regarde réellement, parce que ça se paye au prix du sang, on ne se berce pas, on se paye pas de mots. On ne se berce pas d'illusions lyriques. Dans le cas de Donald Trump, s'il n'y a plus le réseau Starlink, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'état-major, il n'y a plus d'armée. S'il n'a plus l'aide américaine, c'est-à-dire si les trains restent en Pologne et n'apportent plus le matériel qui permet la maintenance de tout le bastringue, c'est fini. Voilà. Bon, tour de table. Il y a une question. De table, non, vous allez pouvoir répondre. Oui, il y a une question que je voudrais poser à l'homme de science politique. Gilbert Collard. Profond. Maître. Et après, Monsieur Nolot, évidemment, va exploser de sa bombe intellectuelle. Hein. Mais comment expliquez-vous que celui que vous qualifiez d'homme d'État, à savoir Zelensky, étant en possession de tous les éléments d'analyse que vous exposez, à savoir la réalité de la puissance américaine, etc., le ridicule de la présence européenne, comment expliquez-vous qu'il puisse avoir l'attitude qu'il a eue en face de Trump? C'est pas à vous que je vais expliquer qu'il y a des passions humaines. Ah bon, les gars, oui. Je pense réellement, je l'ai regardé. Il parle de la cafetière, quoi. Il était complètement lessivé, il arrivait à peine à ouvrir les yeux. Mais c'est pas un chef d'État, alors. Il était éreinté. Non, c'est pas ça. Il y avait le décalage horaire. Un chef de guerre. Il y avait la pression, il y avait... je sais pas ce qu'il avait avalé. Imaginez un Clémenceau. Non, mais je sais pas. En tout cas, il était visiblement pas en état de négocier. Et puis on le fait pas en anglais, on le fait pas sans traducteur. Et on tombe pas dans un guet-apens comme ça avec que des types qui sont contre nous. Éric Nolot. Il s'est laissé embarquer. Éric Nolot. Ah oui, moi je suis vraiment impressionné par tout ce que j'entends. Du fin fond, du confort d'un studio parisien, dire mais cet homme-là n'est pas un chef de guerre, n'est pas un chef d'État. Tout ce qu'il subit depuis des années. C'était quand même. On a dit le contraire. C'est un chef de guerre. Non, vous dites non. J'ai dit le contraire. C'est un chef d'État. Et Vincent a dit le contraire. C'est héroïque. Non, surtout héroïque. Pense un peu aux soldats quand même. Mais moi je pense. Oui, non, mais attendez. Parce que Zelensky c'est bien beau. Il faudrait penser aux soldats qui se font trouer la peau. J'y pense. Parce que Zelensky, lui, il prend des risques devant la chaleur des caméras pour l'instant. Lui aussi. 2000 morts. La semaine dernière. Quand même. Ensuite, il faut penser à tous ces morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Zelensky est en train d'accepter un deal de mafieux. Vance et Trump lui disent la meilleure protection, c'est vous nous donnez les minerais, comme ça il y aura des troupes américaines sur place, comme ça vous serez tranquille. Donc c'est exactement un langage de mafieux. Et ensuite, il connaît les deals de mafieux. Moi, écoutez, ça je sais pas, je vous en laisse la responsabilité. Après, je ne sais pas ce que va dire le président Macron ce soir, mais j'espère qu'il va dire qu'en effet que cette négociation dont les contours sont encore flous ne peut pas se passer sans les Européens, parce que on ne peut pas discuter de la sécurité de l'Europe sans les Européens. Voilà, moi c'est ma position d'Européen. Je pense que les Européens doivent être à la table. Vous avez raison. Et j'ai sans doute raison, mais mon avis n'est certainement pas partagé par M. Trump et par M. Poutine. Voilà, peut-être qu'eux, ils vont essayer d'imposer une négociation. En tout cas, ce qui filtre du côté de l'Élysée... Vous avez raison, l'Europe doit être présente. Vous avez raison, bien évidemment. L'Élysée a salué hier le fait que Volodymyr Zelensky ait réengagé le dialogue avec les États-Unis. Donc ce sera certainement la position ce soir. On ne va pas faire de mauvais esprit. Évidemment que l'Europe doit être présente et il doit avoir une voix. Mais convenez que cette voix, depuis... vous dites non, Vincent Herbret. Je ne sais pas ce que vous appelez l'Europe. Si c'est l'Union européenne, c'est non. C'est non. C'est-à-dire... Moi, je vois... Est-ce que vous, dans l'opération depuis une semaine, ou depuis 5 jours, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que j'ai entendu Mme von der Leyen brandir 800 milliards. C'est un chiffre complètement illusoire au demeurant, parce qu'il n'y a pas 800 milliards sur la table. Il n'y a pas un magot qu'on va se répartir pour construire, acheter du matériel américain sur étagère ou du matériel européen qui n'existe pas. Mais il y a l'idée, quelque part, que, à travers cette crise, c'est pas une divine surprise, mais ça peut être un électrochoc positif pour élargir encore le domaine d'intervention de la Commission européenne. Oui, faire une armée avec des petits soldats qui porteront le même treillis, utiliseront le même FAMAS. Et ce sera pas un FAMAS, ce sera un M16. Vincent, on le dit, et c'est ça, Thomas Bonnet va pouvoir nous répondre, c'est-à-dire on est tellement tous en défiance, surtout parfois sur l'institution judiciaire et sur la parole politique, qu'on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une part d'instrumentalisation parfois des catastrophes. On l'a vu avec le Covid, et on le voit une nouvelle fois avec la guerre, et qu'on va nous vendre plus d'Europe, pourquoi pas. Également, pour le président Macron, c'est une manière, disons, il s'adresse à la nation tout seul, dramatisation extrême. Alors bien sûr,
Le moment est grave, nous sommes tous d'accord, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a possibilité d'instrumentalisation. Et forcément, notre esprit critique se met en place, Thomas Bonnet. En fait, ça a déjà été le cas. Je vous rappelle les mots du chef de l'État ce week-end où il pointait l'amateurisme, je le cite, de Marine Le Pen, alors même que la situation, vous l'avez dit, est grave, il y a une inquiétude, il doit répondre à cette inquiétude des Français, et il va directement lui-même sur le terrain de la politique intérieure. Et donc, finalement, il brouille son message. Ce soir, on ne devrait pas avoir normalement de propos sur politique sur Marine Le Pen ou sur d'autres partis. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée, vous avez vu les prises de parole, évidemment. Notamment de M. Attal, alors que Marine Le Pen est assez claire sur sa position avec Trump. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la roue de Trump, pour le moins, et ni dans la roue de Poutine. Elle a précisé dans le Figaro, ça n'avait pas été très clair qu'elle ne l'est jusque-là. plus. Elle l'a été, excusez-moi. Écoutez, j'ai pas eu le sentiment que durant l'élection, c'est le contraire. Durant l'élection de Trump, c'est pas elle qui attendait au pied de la tour Trump là, pour être reçue. Mais ils attendaient tous. Éric Nolot, ce que vous dites est vrai. Je parle de la dernière élection. Oui, d'accord. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est plus. Elle a changé de position. Je n'ai pas. D'accord. Mais Emmanuel Macron aussi a changé de position. Vous avez vu comment il était avec Donald Trump au départ ? Un chef d'État. On peut bien discuter avec Madame Le Pen, elle revendique ou elle imagine l'être également. En fait, vos raisonnements sont très étranges, en fait. Donc l'un a le droit et l'autre n'a pas le droit de changer de position. Il ne reconnaît pas le droit à l'évolution. C'est ça, qui dit ça ? Vous ? Oui. Non, vous dites, elle n'est pas... Je vous dis, je précise juste... Je mets mon grain de sel, je dis, elle n'est plus dans la roue. Éric Nolot, si on essaye tous d'être le plus honnête possible. C'est un gros effort pour certains d'entre nous. L'objectivité n'existant pas. J'arriverai pas. Tout le monde a constaté, et ça lui a même parfois été reproché à Madame Le Pen, son éloignement vis-à-vis de Donald Trump durant la campagne électorale. Je m'en félicite. Tout le monde l'a souligné. Je m'en félicite. Et même son camp, qui trouve qu'elle n'est pas assez libérale et qu'elle est en clair trop de gauche. Là, nous sommes d'accord. C'est bon. Donc, la seule tentative d'approche, Jordan Bardella, qui est allé à la convention des Républicains, il n'a pas finalement pris la parole parce qu'il y a eu le geste, pour le coup, très malheureux de M. Bannon. Bon, donc, effectivement, comme en plus vous avez un espace médiatique qui a 95% anti-Trump, tout le monde va être derrière le président de la République ce soir. Tout le monde va dire formidable. Formidable. Tout dépend de ce qu'il va dire. Pardonnez-moi, je n'ai pas de position a priori. J'attends. Oui, vous avez des attentes par rapport à ce soir ? Oui, oui. Sarah Salman. Non, moi j'ai plus d'attentes. Quand Emmanuel Macron s'exprime, sa parole est tellement démonétisée que on n'a même pas besoin de l'entendre pour savoir ce qu'il va dire. Il va faire du oui, mais en même temps, je veux dire, je suis pas sûr qu'on rate grand-chose si on l'écoute pas. Non, mais moi je pense que l'heure est grave et que la parole présidentielle, dans une période aussi tragique où tout peut arriver, moi je serai attentif. Vous pensez qu'est-ce qu'il peut Mais il va rien annoncer de nouveau. Il va rendre compte de ces échanges récents avec les différents leaders internationaux. Il va dire, c'est assez simple, il va dire, j'ai eu Zelensky, j'ai eu Trump, il va faire de la négociation et c'est grâce à moi si ça se passe bien. Voilà, je vous fais le résumé. Finalement, il a trouvé le moyen d'exister grâce à l'Ukraine. Il va dire ça et il a raison de son point de vue. Il va défendre. Oui, il va exister grâce à l'Ukraine. Emmanuel Macron a été reçu par Donald Trump l'autre jour. Il est au cœur. Pourquoi c'est pas... Non, mais je comprends pas que vous fassiez passer de possibles calculs qui existent sans doute. Vous parlez tout à l'heure d'instrumentalisation. Ce que va dire Macron ce soir n'a aucune importance. Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, mais tout ça est peut-être vrai, mais les enjeux dépassent. Écoutez, l'Union européenne a affaire à un adversaire qui a ses canons à portée de certains de ses membres. Il me semble que c'est normal que Vincent Herouet n'est pas sur votre position, en fait. Si, Vincent Herouet ne peut être que sur ma position, parce que d'un point de vue géographique, nous sommes à portée de canon, je parle de l'Union européenne, de la Russie. Il me semble que c'est normal que l'Union européenne envisage de nouvelles mesures, parce que la situation a changé. Après, vous parlez tout de suite instrumentalisation, et puis il va exister grâce à l'Ukraine. Excusez-moi, pour moi, c'est secondaire. Est-ce que je peux me permettre une observation ? Gilbert Collard. Je crois qu'il faut être quand même raisonnable du point de vue de la trouillométrie, quoi. Comment peut-on imaginer une seconde que Poutine, que la Russie veuille s'en prendre à un État européen? Il n'arrive même pas, comme l'avait dit Pascal Praud, à entrer dans Kiev. Vous voulez que je vous donne la liste ? Vous voulez que je donne la liste des gens qui, le 23 février 2022 à minuit, juraient que la Russie n'attaquerait jamais l'Ukraine? Vous voulez la liste? Elle est très longue. Eh bien si, parce que c'était avec le même tempérament, avec la même assurance. Mais non. Il faut être raisonnable. Enfin, vous imaginez. Non mais vous voyez les chars russes
Place de l'Étoile. Non mais j'ai pas dit place de l'Étoile. C'est dans votre cerveau qu'il y a des étoiles. Je vous parle des pays baltes. Évitez les effets de manche. Oh non, c'est pas un effet de manche. Eric, une manchette. Je vous parle des pays baltes. Je vous parle de la Moldavie qui est pas dans l'Union européenne. Heureusement, nous ne sommes pas baltes ni moldaves. Ce qui est un moldaves. peu agaçant, ce qui est vrai, c'est que on veut dramatiser peut-être à tout prix effectivement la période pour nous faire avaler autre chose. Voilà. Et quand on sort de 3 ans de guerre de Russie, on s'aperçoit que la moitié des chars n'est plus là pour les Russes, leur armée l'armée russe est évidemment extrêmement entamée, que l'armée russe n'est même pas capable d'aller à Kiev alors qu'on imaginait qu'elle puisse gagner en 8 jours. Donc effectivement, la menace russe sur les pays européens, pardonnez-moi, je ne la perçois pas. Ah bon. Et c'est pas non plus l'histoire. Pardonnez-moi, c'est pas non plus l'histoire. Vous voulez que je vous donne une petite anecdote, ça prendra 30 secondes. Février 2022, je suis en Bulgarie, parce qu'un de mes romans est traduit là-bas. Éric Nolot. Je devais participer à un talk show, donc la veille du 24 février. C'est annulé. Mon invitation est annulée. Et je demande pourquoi. Le responsable du talk show me dit parce qu'on va couvrir la guerre. Eux, ils l'aperçoivent. Les pays de l'Est, parce que ici, il y a un mépris quand même pour l'Europe centrale et orientale qui est incroyable. Ces pays-là n'existent pas. Mais parlez avec des Baltes, parlez avec les Balkaniques, ils vont vous expliquer ce que c'est que la menace russe, que vous vous dites, non, vous comprenez. Là, écoutez, est-ce que le but, oui ou non, de la Russie, c'était de s'emparer de l'intégralité de l'Ukraine et de Kiev? Oui, ils avaient cette intention. Mais non, Vincent Hervouet dit non. Oui ou non? Vincent Hervouet dit non. Moi, je dis non. Vincent Hervouet, on ne sera pas d'accord là-dessus. Pas du tout. Non. Vincent Hervouet. Vous voulez pas s'emparer de l'Ukraine? Mais pas du tout. Vincent Hervouet. Je ne pense pas, parce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, réellement. Je pense qu'ils étaient prêts à débarquer l'équipe de Zelensky, ça c'est clair. Par tous les moyens. Et à neutraliser l'Ukraine, c'était l'idée de dénazifier, et à neutraliser l'Ukraine. Mais on va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il y aura ce soir, et ça qui est déplaisant, c'est qu'on va voir le président nous dire quelque part, derrière moi la guerre. Vous savez, c'est ce qu'on disait quand on voulait se moquer des reporters, notamment américains, quand on était dans les zones de guerre, on les appelait derrière moi la guerre, parce que les types se mettaient devant un mur effondré avec le micro pour faire leur stand-up. Oui, du BHL, quoi. Leur direct. C'est-à-dire, c'était une sorte de mise en scène extrêmement déplaisante. En dehors de ça, qui a eu au moins le courage d'aller sur le terrain alors que vous êtes resté dans votre fauteuil. Vous étiez sur un plateau télévisé. Non, franchement. J'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, je suis désolé. Oui, mais moins que lui. Moins que lui. Oui, c'est moins. Donc, autant que lui. Non, pas autant. Non, pas autant. J'ai fait moins de films que lui. Non, arrêtez. Moins que lui et moins que lui. Mais la parenthèse est refermée. Bon. L'idée, c'est de prendre une posture valorisante pour se gonfler. Et le kaki, ça donne bonne mine aux politiques, c'est évident, ça permet de criminaliser l'adversaire, ça permet de prendre une sorte de hauteur, de faire des phrases, et tout ça est assez déplaisant, surtout quand il s'agit d'élargir considérablement le domaine d'intervention, parce que, est-ce que la défense européenne, l'autonomie stratégique européenne, il n'y en aura pas avant 15-20 ans. D'ici là, le sort de Kiev sera réglé. Quelle est la question ? Eric, est-ce que les autres chefs d'État vont prendre la parole de cette manière-là ce soir ? Non. Il y a une volonté chez Emmanuel Macron, mais... Pourquoi, à votre avis ? Mais parce que la France est le seul pays européen qui dispose de l'arme nucléaire et d'une armée digne de ce nom. On a surtout le seul nombril présidentiel de toute l'Union européenne exacerbé à ce point. Vous perdez dans le secondaire et dans l'anecdote. Je réponds à la question de Pascal. Si je peux me permettre, nous sommes le seul pays toutes les occasions qu'il a d'exister aujourd'hui, parce qu'il n'existe plus sur le plan national, il les utilise. Bon, en tout cas, il va apporter quoi de plus ? Convenez qu'on soit un poil critique parce que on s'est fait un petit peu avoir, c'est tout. Moi, je suis pas sur la position de Gilbert Collard, mais je suis prudent. Mais le problème des Européens n'est pas la Russie aujourd'hui, le problème est l'Amérique. Le problème, c'est Donald Trump aujourd'hui. C'est la façon dont le lien transatlantique est en train de se disloquer. C'est ça qui nous traumatise, qui les traumatise tous depuis vendredi dernier. Et depuis 3 semaines. Ce soir ou pas ? Et j'attends. Alors là, je serais surpris. Alors là, je serais intéressé. Moi, j'attends. Voilà. Bon, mais c'est pour nous dire qu'il faut une autonomie stratégique de l'Europe, etc. Oui, il faut armer. Alors comment en préservant l'industrie européenne de défense, en préservant 15 ans Monsieur Dassault, ce qui est une bonne chose. Bon, Donald Trump hier soir, avec un discours intéressant, peut-être sur le Groenland, sur le wokisme et sur l'immigration. C'est des choses, par exemple, sur le wokisme, on va commencer par ce qu'il a dit sur le wokisme. C'est des choses que
Pardonnez-moi de le dire comme ça, j'aimerais entendre en France. Je suis désolé de vous le dire, ça fait pas de moins trumpiste que de dire ça. Non. Loin de là. Vous auriez pu lire mes pamphlets anti-wokistes, hein. Ben voilà, bah écoutez, alors... Vous aimez bien les entendre, vous pouvez les lire aussi. Envoyez-lui. Nolo président. Nolo président. Voilà. Nolo président. Voilà, on cherche un homme. Moi, j'aimerais entendre en France une voix aussi claire sur un sujet aussi grave. Écoutez le président Trump. Vous devriez être embauché et promu selon vos compétences et non selon votre race ou votre genre. Vous devriez être embauché selon votre mérite. Nous avons supprimé le poison de la théorie critique de la race de nos écoles publiques et j'ai signé un décret affirmant qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 genres, les hommes et les femmes. Et notre pays ne sera plus jamais woke. Bon. Bah, ce qu'il dit est intéressant. Moi, je signe. Eh ben d'accord. Non, mais c'est très consensuel de dire il n'y a que 2 genres, un homme, une femme. Enfin, c'est tellement banal. C'est moins consensuel aux États-Unis. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est très consensuel de dire qu'il y a 2 genres, mais c'est surtout vrai. Bah oui, c'est ce que je vous dis, c'est consensuel parce que c'est vrai. C'est contesté. Vous ne pouvez pas contester une réalité. Mais c'est même contesté dans les manuels scolaires. Qu'est-ce que vous dites? Il y a un homme, une femme. C'est contesté en permanence aux États-Unis. C'est contesté dans les manuels scolaires, on le conteste. Je parle de la France, moi. Et lui, il est président américain. Oui, non, c'est pas contesté en France. Vous avez un homme, une femme. Mais le carillon d'Europe 1. Vous avez entendu le carillon? Vous en fichez. Moi, je que Jeanne d'Arc, moi. Vous écoutez que le carillon de Jeanne d'Arc.